Je sais pas ce que vous en pensez, mais niveau palmarès des grandes cérémonies et festivals majeurs ces derniers temps, je dirais qu'on est plutôt gâtés. Entre Cannes 2019 qui offrait la Palme d'Or à Parasite, le prix du jury au film Les Misérables, et récompensé d'autres artistes ultra talentueux comme Céline Sciamma, Elie Soleiman et j'en passe, les Oscars nous offrant là encore un Parasite triomphant qui a réécrit l'histoire même du palmarès, récemment Gérard May, qui a récompensé un Saint Mode unanimement adoré et soutenu par A24, maison de production en qui j'ai une confiance aveugle, et enfin les films phares indiens qui ont fait du Gully Boy de Zoya Akhtar le film le plus récompensé de l'histoire, sans oublier Article 15 ou encore Sun Sharia. Vraiment, les cérémonies majeures m'ont rarement déçu. Alors à l'approche des Césars, c'est plein d'espoir que j'écris cette vidéo, d'autant que l'année a été très bonne pour le cinéma français, n'en déplaise à ceux qui adorent répéter « Gna gna gna, le cinéma français c'est nul, c'est que des comédies racistes, Hollywood c'est tellement mieux ». Je vous propose donc aujourd'hui d'aller explorer un des lauréats de Cannes 2019 et un des films les plus nommés au César 2020, Les Misérables de Lajli. Ah, et la vidéo contiendra des spoilers, donc je vous conseille de voir le film avant de le regarder. D'après ce que j'ai pu lire, le film frôle les 2 millions d'entrées en France, il y a donc de fortes chances que vous l'ayez déjà vu, mais quand même. Je m'appelle Clem, bienvenue dans le 8e épisode de Cinescope. Je ne suis pas là pour vous dire à quel point j'ai aimé ce film, parce qu'au fond, avec le triomphe critique qu'a récolté Lajli, vous avez pas besoin de moi pour savoir que Les Misérables, c'est génial. J'aimerais surtout porter l'attention sur une thématique qui me semble essentielle au récit et qui en dit long sur notre rapport aux images. Mais tout d'abord, voici quelques points qui font de ce film la réussite narrative totale qu'il est. Lajli utilise un archétype de personnage qui, bien utilisé, fonctionne parfaitement, le nouveau venu. Stéphane est notre porte d'entrée dans cet univers, et c'est parce qu'il n'y connaît rien qu'on peut se permettre d'avoir des séquences d'explication qui semblent naturelles. Il y a peu de choses aussi insupportables que de voir un film nous faire de l'exposition de façon superficielle, s'adressant directement au spectateur, parce qu'incapable de développer son propos de façon intradiégétique. Ici, on découvre les règles qui vont organiser le récit avec notre personnage principal. Au-delà de l'aspect pratique, ça crée un certain attachement émotionnel automatique envers le personnage. Inconsciemment, on sait qu'il nous représente, ou plutôt qu'il est le personnage le plus proche de la majorité des spectateurs. Cette neutralité permet également de livrer un message politique et social d'une façon plus subtile sans tomber dans un manichéisme idiot. Pas de camp du bien absolu et de camp du mal radical, mais plutôt des êtres humains, leurs imperfections et leurs erreurs qui vont subitement prendre de l'ampleur pour déclencher une tempête incontrôlable. Et puis cette subtilité dans le message annule tout risque de faire la leçon au spectateur. Avoir un message social fort c'est bien, éviter la démagogie et ne pas infantiliser le spectateur en lui faisant la morale pendant 2 heures, c'est encore mieux. Et là, c'est une des très grandes victoires du film. Et surtout, ce qui est assez hallucinant, même quand on voit le discours que vous portez sur Les Misérables, vous n'êtes pas dans un discours anti-flic, vous dites les policiers et les jeunes ont un ennemi en commun, c'est la misère. Ouais, totalement. Ce que je dis, moi, Les Misérables, c'est ni un film anti-flic, ni un film anti-KRA. J'essaie d'être le plus juste possible et de parler d'une situation qui est dramatique aujourd'hui. Enfin, la narration est très courte, elle est datée et avec des précisions régulières sur l'heure, le moment de la journée, etc. Ça permet une immersion totale, on se sent éreinté à la fin de la journée, et j'avoue qu'on se demande même où le récit peut aller après ces 24 heures qui semblent avoir résolu le conflit. C'est aussi cette fatigue en temps réel qui renforce la puissance folle de la séquence finale. Parce que sans la dévoiler, ça a clairement été un des moments les plus intenses en salle que j'ai passé l'année dernière. Un final où t'oublies de respirer tellement la brutalité de ce qu'on t'envoie te cloue à ton siège. Et ça, c'est ce qui fait que j'aime le cinéma à ce point-là. Le pouvoir de l'écriture, de la mise en scène, des images. Et le pouvoir des images, magie de la transition, nous conduit justement au thème principal que je voulais aborder, la question du regard. Parce que la problématique du regard, on la retrouve tout le long du film. Le jeu du regard entre les différents personnages va traduire l'impuissance du langage, l'absence de communication possible. On le verra par exemple dans le fait que les collègues de Stéphane ne le regardent presque jamais les yeux dans les yeux. Chris, celui avec qui il a plus de mal dès le début, le regarde essentiellement dans son rétroviseur. Un reflet factice, une illusion de regard. Plus que l'évitement, il s'agira surtout d'observer et de surveiller l'autre. Et ce, dès les premières images. Le drone de Buzz trahit d'abord son manque de communication avec l'autre sexe et relève plus du voyeurisme qu'autre chose, mais à mesure que le récit avance, ce drone va symboliser la fracture entre la police et les jeunes, surtout après l'incident venant bousculer le récit. Ce drone, c'est l'œil innocent, neutre, qui surveille et enregistre.
Ce besoin de filmer comme fracture du dialogue, on le retrouve également par le biais du téléphone portable lors du contrôle à l'arrêt de bus. Plus tard dans le récit, en cassant le drone, la police termine d'ailleurs d'achever toute possibilité de dialogue. On en arrive au point de rupture lorsque les efforts collectifs se dirigent vers une solution immédiate, instable et dangereuse. Question regard, c'est les yeux gonflés presque aveugles que le jeune Issa va nourrir sa rancœur et fomenter sa vengeance. C'est loin des yeux que Stéphane tente de maintenir une relation avec son fils et il choisit de symboliquement fermer les yeux en donnant la carte vidéo à Guada, quand bien même il affirme ne pas cautionner. Ce sont les yeux de Chris qui seront les premières victimes de la révolte finale, comme une punition symbolique pour avoir refusé de les ouvrir, pour avoir maquillé sa vision des choses. Plus que le dialogue envers la banlieue, c'est l'apaisement avec Stéphane qu'il a refusé de voir. Enfin, c'est le regard impuissant de Buzz derrière le Judas qui laisse la fin en suspens, laissant le spectateur abasourdi par la brutalité de son propos et l'incertitude. Et c'est les yeux dans les yeux qu'Issa et Stéphane se font face alors que nous quittons le récit, perdus. Que reste-t-il de ce regard ? Au-delà du film, un questionnement de notre propre rapport aux images. Nous, spectateurs habitués à la violence banalisée sur grand et petit écran, inondés de caméras cachées et de vidéos filmées au smartphone, témoignant d'agressions, de bavures ou autres, internautes se contentant d'un retweet comme acte pseudo-engagé. Quelle est notre responsabilité ? C'est bien sur le poids du regard que nous questionnent Les Misérables. Le regard par la caméra comme une arme. Et après, c'est vrai qu'à 21 ans, j'ai eu ma première caméra et je pense que c'est en faisant mon premier documentaire, 365 jours avec Clichy Montfermeil, pendant les émeutes. J'avais filmé pendant 1 an de l'intérieur. Et quand j'ai vu l'impact que ce film a eu, je me suis dit, ok, je le considère vraiment comme une arme. Quelque part entre le regard attendri de voir Issa célébrer la Coupe du Monde en début de film et les yeux horrifiés face à un Gavroche amoché, vengeur en fin de récit, que s'est-il passé ? Si Lajli célèbre Les Misérables, il ne s'agit pas de misérabilisme. Les misérables sont ceux qui perdent. Ils ont perdu soit l'argent, le jeu de l'échelle sociale, le dialogue, les guerres communautaires, mais ils finissent surtout par perdre symboliquement ou physiquement la vue, le regard qui permettait de s'ouvrir à l'autre, de sortir de sa misère. Je veux surtout parler de la misère sociale, parce que j'estime que la misère, c'est les habitants de ces quartiers qui le vivent, mais c'est aussi les policiers. Les misérables, ça englobe un peu tout le monde. Je me mets aussi à la place d'un policier. Le fait de travailler là, dans les conditions difficiles, dans des quartiers difficiles, d'éviter aussi, parce que la plupart d'entre eux, ils habitent aussi dans les cités HLM, ils ont des salaires très bas. Donc moi, j'ai voulu surtout faire un constat sans prendre parti et décrire la réalité du terrain. Et quand je dis le film, c'est avant tout un cri d'alarme que j'adresse aux politiques, parce que j'estime qu'ils sont quand même les premiers responsables de cette situation qu'ils ont laissé pourrir depuis plus de 30 ans. Donc voilà. Et comme pour faire écho à cette misère, nous perdons nous aussi toute trace visuelle de nos personnages. Ils disparaissent derrière un écran noir, et cette citation de Victor Hugo qui racontait en son temps d'autres misérables. Des misérables étonnamment familiers, en ces termes, « Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. » Je vous laisse sur ces mots, c'était Clem, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode de Cinéscope.